À cette intersection, je dois la priorité au véhicule venant de ma droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Plus la vitesse est élevée, plus la fatigue augmente. Oui, réponse A. Non, réponse B. Plus le temps de réaction diminue. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'utilisation de l'avertisseur sonore provoque du stress. Réponse A. Résout toutes les situations. Réponse B. Crée des nuisances sonores. Réponse C. Est réglementé. Réponse D. La limitation de vitesse est mise en place en raison de la présence de virages. Oui, réponse A. Non, réponse B. Du risque de la présence d'autres usagers. Oui, réponse C. Non, réponse D. La prise de ce médicament peut provoquer des vertiges. Réponse A. Des troubles de la vision. Réponse B. La conduite est fortement déconseillée. Réponse C. Interdite sous peine de sanction. Réponse D. À hauteur d'un cédé-le-passage, l'arrêt est obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. En règle générale, il est nécessaire de céder le passage à gauche. Réponse C. À droite. Réponse D. Pendant le temps de réaction, le conducteur freine. Oui, réponse A. Non, réponse B. Analyse la situation. Oui, réponse C. Non, réponse D. Un conducteur qui refuse de se soumettre à un dépistage d'alcoolémie par les forces de l'ordre encourt une forte amende. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une peine de prison. Oui, réponse C. Non, réponse D. À cette intersection, je peux aller tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Tourner à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Téléphoner en conduisant entraîne une fixité du regard. Réponse A. Perturbe l'attention. Réponse B. Diminue le temps de réaction. Réponse C. Augmente la prise de risque. Réponse D.
Pour un conducteur en période probatoire, la vitesse est limitée à 130 km/h sur autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. 110 km/h sur les chaussées à sens unique hors agglomération. Oui, réponse C. Non, réponse D. À 70 km/h, je parcours chaque seconde environ 7 mètres, réponse A, 15 mètres, réponse B, 21 mètres, réponse C, 70 mètres, réponse D. Après avoir absorbé un verre de vin 12 bars, pour éliminer totalement l'alcool, je dois attendre environ 30 minutes, réponse A, 1 h 30, réponse B, 2 h 30, réponse C. Ce conducteur risque d'être en hypovigilance, réponse A, d'avoir des épisodes de micro-sommeil, réponse B, il devrait accélérer pour arriver plus vite, réponse C, faire une pause, réponse D. Dans un virage, les véhicules sont poussés vers l'extérieur par la force centrifuge. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une vitesse excessive est dangereuse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je change de voie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je peux tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je tourne à droite. Je passe avant ce véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'ai effectué mon changement de voie en toute sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Conducteur confirmé, ma voiture risque d'être immobilisée si mon alcoolémie est inférieure à 0,25 mg par litre d'air expiré, réponse A, égale à 0,25 mg par litre d'air expiré, réponse B, supérieure à 0,25 mg par litre d'air expiré, réponse C.
Les médicaments de niveau 1 peuvent être délivrés sans ordonnance, réponse A, avec ordonnance, réponse B. Je consulte la notice avant de conduire, oui, réponse C, non, réponse D. Je dois céder le passage à la camionnette blanche, oui, réponse A, non, réponse B. Je ralentis, oui, réponse C, non, réponse D. J'adapte la vitesse à la configuration des lieux, oui, réponse A, non, réponse B. À la visibilité, oui, réponse C, non, réponse D. Certaines maladies entraînent une incapacité temporaire de conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une interdiction permanente de conduite. Oui, réponse C. Non, réponse D. La distance de freinage est la distance parcourue entre la perception du danger et l'arrêt du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je tourne à droite à cette intersection. Je serai prioritaire sur les véhicules venant de ma gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans cette situation, je passe oui, réponse A, non, réponse B. À ce giratoire, je tournerai à gauche. Je suis bien placé. Oui, réponse A, non, réponse B. Je change de voie dès que possible. Oui, réponse C, non, réponse D. Pour dépasser ce triporteur, je dois laisser un espace latéral minimum de 1 mètre, réponse A, 1,50 m, réponse B. Il n'y a pas d'espace latéral minimum à respecter, réponse C. Dans cette situation, je change de voie si possible. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Ces feux sont visibles à l'avant du véhicule, réponse A. À l'arrière du véhicule, réponse B. Je les utilise à l'arrêt uniquement, oui, réponse C. Non, réponse D. Je tourne à droite au feu tricolore. Lorsqu'il sera vert et avant de tourner, je devrais céder le passage au véhicule venant d'en face. Oui, réponse A. Non, réponse B. Faire attention à la présence d'éventuels vélos. Oui, réponse C. Non, réponse D. En conduite, il faut en permanence détecter plusieurs indices. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'expérience permet de sélectionner les indices les plus importants. Oui, réponse C. Non, réponse D. Dans cette situation, j'accélère, réponse A. Je ralentis, réponse B. Je maintiens l'allure, réponse C. Un verre de boisson alcoolisée en 12 bars donne un taux d'environ 0,10 g par litre de sang, réponse A. 0,25 g par litre de sang, réponse B. Pendant la période probatoire, un seul verre consommé risque de me faire perdre 4 points, réponse C. 6 points, réponse D. En mettant mon téléphone ainsi pendant la conduite, je risque d'être distrait. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je pourrais prendre un café à la prochaine aire de repos. Oui, réponse A. Non, réponse B. À 27 km. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le taux d'alcool varie en fonction du poids de la personne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Du sexe de la personne. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je tourne à gauche à ce giratoire. Je change de voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'ai le droit de rester sur la voie de droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je tourne à gauche à la prochaine intersection. Pour changer de voie,
Aucun contrôle n'est nécessaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, à cette intersection, je dois la priorité aux véhicules venant de ma droite. Alors là, en fait, c'est tout simple. Il n'y a pas de signalisation, donc on n'a pas vu de panneau indiquant une priorité à droite. Ici, on n'a absolument aucun marquage au sol. Donc, si on n'a aucun marquage au sol, ça signifie que c'est une priorité à droite. Donc, à partir du moment où la visibilité est réduite, je vais devoir ralentir pour obtenir la visibilité. Moins il y aura de visibilité, plus je vais ralentir. Et ensuite, s'il n'y a personne, s'il y a quelqu'un, je m'arrêterai. S'il n'y a personne, je continuerai. Donc, à cette intersection, je dois la priorité aux véhicules venant de ma droite. Oui, réponse A. Je ralentis. Oui, réponse C. Donc réponse AC. Plus la vitesse est élevée, plus la fatigue augmente. Donc en fait là c'est relativement simple. Plus vous allez rouler vite, plus vous allez vous concentrer. Plus vous allez vous concentrer, plus vous allez fatiguer vite. Il y a plein de choses qui vont favoriser la fatigue. Euh, Déjà il y a la vitesse, il y a votre expérience. Moins vous serez expérimenté, plus vous allez fatiguer rapidement parce que plus ça va vous demander de concentration. Mais on va y revenir un petit peu après. Et également les conditions météorologiques. Par exemple, s'il pleut, s'il y a du brouillard, s'il y a de la neige, plus les conditions de circulation seront difficiles,
Plus il y aura de monde sur la route, par exemple, plus ça va vous demander de concentration, plus la fatigue va augmenter rapidement. Donc plus la fatigue augmente, oui, réponse A. Plus le temps de réaction diminue. Alors le temps de réaction, en fait là, on va essayer d'approfondir un petit peu. Qu'est-ce que c'est que le temps de réaction ? Le temps de réaction, c'est le temps qui va s'écouler entre le moment où vous allez percevoir un danger, du moment où vous allez y réagir. Entre les deux, vous allez analyser. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a rien qui fera diminuer votre temps de réaction à part votre expérience au fur et à mesure. Que ce soit les stupéfiants, l'alcool, la fatigue, tout ça, ça va être des facteurs aggravants à votre temps de réaction. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous allez être habitué à rencontrer une situation, plus vous allez y répondre rapidement. Un petit peu comme les tables de multiplication quand vous les appreniez à l'école. Au début, vous ne les connaissiez pas, on vous disait 4 fois 8, vous décomposiez en vous disant 8 plus 8, 16, 16 plus 16, 32. Avec l'habitude, vous ne schématisiez même plus en décomposant, vous alliez chercher le résultat, par exemple 8 fois 8, 64, sans même réfléchir. C'est ça, c'est cette phase d'analyse. Plus vous allez rencontrer un schéma, plus vous allez y répondre rapidement. C'est pour cela que les vitesses maximales autorisées sont diminuées pour les jeunes conducteurs. Parce qu'en fait, moins on a d'expérience, plus on va mettre un temps important à répondre à une situation. Et plus on aura rencontré cette situation, plus on va pouvoir y répondre rapidement. Maintenant, il y a aussi le caractère inhabituel. Par exemple, vous roulez de nuit, sur une route, dans un bois. Au loin, vos feux, ils éclairent deux petites billes jaunes. Tac, là, le temps de réaction, il va être rapide. Vous allez vous dire, il y a des yeux, un animal, je freine. Maintenant, on reprend la même route. Là, vous êtes carrément de jour. Et là, sort du fourré, ça. Et là, vous vous dites, hippopotame. Mais qu'est-ce que tu fous là ? Safari, zoo, mais bordel, pourquoi t'es là ? Et ça se trouve, jamais vous n'arriverez à la conclusion qu'il faut freiner. Parce qu'en fait, vous serez tellement surpris par ce caractère inhabituel que vous allez tellement allonger votre temps de réaction que des fois, vous n'arriverez même pas à la conclusion qu'il faut freiner. Alors, le temps de réaction, en fait, pour le calculer, c'est relativement simple. Le temps de réaction moyen d'une personne, il est d'environ 1 seconde. Donc, on considère 1 seconde de temps de réaction. Pour calculer le temps de réaction, on a 2 méthodes. La première, en fait, si vous roulez à 50 km/h, 50 km/h, donc là, je vais vous donner le calcul complexe, et ensuite, je vais vous donner le calcul simplifié. Donc, 50 km/h, nous, on veut le calculer en mètres par seconde. Donc, 50 km/h, c'est 50 000 mètres en 1 heure. Et 1 heure, c'est 3600 secondes. Donc, 50 km/h, c'est 50 000 divisé par 3600. Et on obtient 13,89. Mais vous voyez que faire 50 000 divisé par 3600, c'est quand même pas donné à tout le monde de le faire de tête. Donc, pour calculer le temps de réaction moyen d'une personne, on va prendre le chiffre des dizaines de la vitesse. Par exemple, sur 50 km/h, on va prendre le 5. On va le multiplier par 3. Ce qui signifie qu'à 50 km/h, on va obtenir environ 15 mètres par seconde. À 70, on va prendre le 7, on va le multiplier par 3, on va obtenir 21 mètres par seconde. À 90, on va prendre le 9, on va le multiplier par 3, on va obtenir 27 mètres par seconde. Plus la vitesse est élevée, plus la fatigue augmente. Oui, réponse A. Plus le temps de réaction diminue. Non, réponse D. L'utilisation de l'avertisseur sonore. Donc c'est réglementé par l'article R416-1 qui dit: hors agglomération, l'usage des avertisseurs sonores n'est autorisé que pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers de la route. En agglomération, l'usage de l'avertisseur sonore n'est autorisé qu'en cas de danger immédiat. Les signaux émis ne doivent pas se prolonger plus qu'il n'est nécessaire. Le fait pour tout conducteur de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue par les contraventions de la 2e classe. Donc les contraventions de 2e classe, c'est 35 €. Quand vous utilisez le klaxon en ville, ça provoque du stress chez les gens, ça peut provoquer également de l'énervement.
ça résout rien du tout. Utilisez l'avertisseur sonore vraiment quand ça devient nécessaire, quand ça devient problématique. Ça crée énormément de nuisances sonores, surtout pour les riverains. Réponse A, C, D. La limitation de vitesse a toujours une raison. Que vous la compreniez ou pas, elle a une raison. Elle peut être écologique, elle peut être sécuritaire, elle peut être pour protéger des usagers vulnérables, pour des raisons d'environnement, pour votre propre sécurité. Là, en l'occurrence, on vous annonce une succession de virages dangereux dont le premier sera à gauche. On limite à 70, première raison, parce qu'il y a les virages. Et deuxième raison, potentiellement, vous aurez des usagers en face qui vont arriver, qui n'auront peut-être pas la bonne trajectoire. Et c'est pour cette raison qu'on adapte l'allure. La limitation de vitesse est mise en place en raison de la présence de virages. Oui, réponse A. Du risque de la présence d'autres usagers. Oui, réponse C. Réponse AC. La prise de ce médicament peut provoquer. Donc les médicaments pour conduire, c'est relativement problématique. Ça peut avoir plein d'effets néfastes, notamment des vertiges, des nausées. Ça peut avoir un effet sédatif qui va provoquer soit des endormissements, une baisse de la vigilance, des micro-sommeils, voire même un endormissement total. Et on va classifier en 3 catégories. Le niveau 1, soyez prudent, ne pas conduire sans avoir lu la notice. Pour les médicaments de niveau 1, il va falloir rester extrêmement vigilant parce que même si le risque d'endormissement il reste faible, il est quand même viable. Et surtout, la grosse problématique qu'on rencontre, c'est que selon votre état de fatigue déjà actuel, votre état de santé actuel et vos conditions physiques, le risque d'endormissement il va être plus ou moins important. Par exemple, les médicaments contre le rhume, c'est relativement problématique à ce niveau-là parce que déjà quand on a un rhume, on a le nez bouché, on n'est pas très bien et on a un risque d'endormissement qui est favorisé. Donc forcément, si vous rajoutez encore là-dessus le médicament, ça devient encore plus important. Le niveau 2, là, c'est pas compliqué. Soyez très prudent. Ne pas conduire sans l'avis d'un professionnel de santé. Donc, l'avis d'un professionnel de santé, ça peut être par exemple un pharmacien. Attention, danger, ne pas conduire. Pour la reprise de la conduite, demandez à l'avis d'un médecin. On vous dit de demander l'avis auprès d'un médecin ou si le médicament est vendu sans ordonnance, de demander directement au pharmacien. C'est vraiment pas négligeable. Là, il faut faire vraiment attention parce que les risques d'endormissement, ils sont extrêmement élevés. La prise de ce médicament peut provoquer des vertiges, des troubles de la vision. La conduite est fortement déconseillée. Réponse ABC. Les céder le passage. Vous avez l'obligation de céder le passage à gauche et à droite, que vous alliez à gauche ou à droite, ou même tout droit. Vous n'avez aucune obligation de vous arrêter, mais vous devrez ralentir d'autant plus que la visibilité sera réduite. Donc là, on a un cas qui est relativement simple. On va tout droit, le véhicule blanc va tout droit également, et le véhicule rouge qui se trouve à droite va tout droit également. Donc je vais devoir céder le passage au véhicule blanc et au véhicule rouge avant de m'engager. Donc le véhicule blanc et le véhicule rouge passent, et enfin, je peux m'engager en sécurité. Autre cas. Pour quelle raison céder le passage à gauche et à droite ? C'est tout simple. Par exemple, le véhicule blanc est en train de dépasser. Moi, je lui dois la priorité à lui. Et si je m'engage et qu'il arrive vite, le choc il risque d'être violent. Donc, je laisse bien passer les deux véhicules avant de moi-même m'engager pour tourner à droite. Là, c'est vraiment important. Surtout que généralement, on trouve ça hors agglomération. Donc là, si vous avez un choc à 80 km/h, c'est pas bon. Autre cas, la voiture blanche va tout droit, le véhicule rouge va tout droit et moi je tourne à gauche. Je vais devoir laisser passer le véhicule rouge avant de moi-même m'engager parce que je vais traverser sa voie et du coup avant de traverser sa voie, je le laisse passer. À hauteur d'un céder le passage, l'arrêt est obligatoire? Non, réponse B. En règle générale, il est nécessaire de céder le passage à gauche et à droite. C'est D. Il n'est même pas nécessaire, il est obligatoire de céder le passage à gauche et à droite. Réponse B, C, D. Pendant le temps de réaction, le conducteur, il analyse la situation. Il a perçu un danger, il est en train d'analyser la situation pour y réagir, donc il ne va pas freiner, il ne va pas
donné de coup de volant, il ne prend aucune décision, il est en train d'analyser la situation. Le temps de réaction, il dure environ 1 seconde. Il peut être allongé si le conducteur il a des soucis, s'il est fatigué, s'il est sous l'influence de drogue, d'alcool, etc. Et plus il sera habitué à rencontrer une situation, plus il va pouvoir y réagir rapidement. Pendant le temps de réaction, le conducteur freine, non, réponse B, analyse la situation, oui, réponse C. Réponse BC. Le refus de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique, c'est constitutif d'un délit qui est référencé par l'article L234-8. Alors en gros, cet article, il dit que vous encourez la suspension du permis pour une durée de 3 ans ou plus, l'annulation du permis de conduire, l'obligation d'accomplir à vos frais un stage de sensibilisation à la sécurité routière, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction s'il en est le propriétaire, l'interdiction pendant une durée de 5 ans ou plus de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest. Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du capital maximal de points du permis de conduire, soit 6 points. Vous risquez également des peines de prison, etc. Donc en gros, clairement, vous n'avez pas le droit de refuser de vous soumettre à un test de dépistage, que ce soit alcoolique ou stupéfiant. Un conducteur qui refuse de se soumettre à un dépistage d'alcoolémie par les forces de l'ordre encourt une forte amende, oui, réponse A, une peine de prison, ou oui, réponse C. Alors, à la prochaine intersection, je peux aller tout droit. Oui, réponse A, non, réponse B. Donc là, effectivement, en regardant de plus près, on perçoit sur le côté gauche de la voie d'en face un sens interdit. En cherchant un tout petit peu là derrière la camionnette, on perçoit le deuxième, ce qui m'interdit tout bonnement d'aller tout droit. Donc forcément, si je ne peux pas aller tout droit, donc réponse B, je suis obligé d'aller à gauche. Donc je peux tourner à gauche, oui, je suis même carrément obligé d'y aller. Donc réponse C. Vis-à-vis du téléphone, ce qui est interdit, c'est d'avoir un téléphone tenu en main ou d'avoir un kit oreillette. D'accord ? C'est totalement interdit. Maintenant, les kits main libre sont autorisés, qu'ils soient intégrés à la voiture ou vendus séparément. C'est actuellement autorisé. Quoi qu'il en soit, que vous ayez le téléphone tenu en main ou un kit oreillette, ça va entraîner une capacité de concentration que vous n'apportez pas à votre conduite. Quoi que vous fassiez en voiture, c'est-à-dire que vous fumiez, que vous mangiez, que vous discutiez avec quelqu'un, ça va prendre une capacité de concentration que vous n'apportez pas à votre conduite. Maintenant, la différence entre parler avec quelqu'un qui est dans la voiture ou parler à quelqu'un qui est au téléphone, c'est que la personne qui est dans la voiture, elle verra l'environnement et elle va voir lorsqu'il y aura un problème, et lorsqu'il y aura un problème, elle va faire stand-by, elle va s'arrêter de parler et elle va vous permettre de récupérer votre capacité de concentration, ce qui n'est absolument pas le cas avec quelqu'un que vous aurez au téléphone. Donc, téléphoner en conduisant, ça entraîne une fixité du regard, ça perturbe l'attention et bien entendu, vous prenez plus de risques à être au téléphone en conduisant que si vous n'étiez pas au téléphone. Maintenant, vous n'allez pas prendre plus de risques parce que vous êtes au téléphone, mais vous allez être moins concentré et le fait d'être au téléphone en conduisant, vous prenez plus de risques. Réponse A, B, D. La vitesse maximale autorisée sur autoroute. Elle est, pour les conducteurs qui ne sont plus en période probatoire, de 130 km/h. Il y a un abaissement des vitesses maximales autorisées pour les conducteurs en période probatoire qui est de 110 km/h sur autoroute. Il y a un abaissement de la vitesse maximale autorisée par temps de pluie pour tout le monde à 110 km/h maximum. Pour les routes à accès réglementé, les 2 fois 2 voies, chaussées séparées. C'est un peu comme les autoroutes, sauf que c'est gratuit. La vitesse maximale autorisée pour les conducteurs qui ne sont plus en période probatoire est de 110 km/h. Il y a un abaissement de la vitesse maximale autorisée à 100 km/h pour les conducteurs en période probatoire. Et la vitesse est abaissée pour tout le monde par temps de pluie à 100 km/h maximum sur les routes à accès réglementé, sauf indication contraire. Hors agglomération, la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h pour tout le monde, sauf indication contraire, avec une particularité, c'est que cette vitesse peut être plus élevée pour les conducteurs qui ne sont plus en période probatoire s'ils rencontrent 2 voies affectées à leur sens de circulation. À ce moment-là, ce sera affecté à 90 km/h
pour eux uniquement et par temps sec uniquement. Ce sera toujours limité à 80 km/h pour les conducteurs en période probatoire et par temps de pluie. En agglomération, la vitesse maximale autorisée sera limitée à 50 km/h maximum pour tout le monde. Cette vitesse peut être abaissée par un panneau de limitation à 30 km/h, un panneau simple de limitation qui sera valable jusqu'à la prochaine intersection, ou par un panneau de zone à 30 km/h qui sera valable, lui, jusqu'au panneau de fin de zone. Qu'on tourne à gauche ou à droite, cela ne changera rien. Et on peut avoir une élévation de la vitesse maximale autorisée en agglomération à 70 km/h ou un abaissement hors agglomération à 70 km/h avec ce panneau. Mais 70 et 30, ce sera uniquement lorsqu'il y aura un panneau. On a également une autre consigne au niveau des vitesses maximales autorisées. Elle dit qu'en fait, si la visibilité est inférieure à 50 mètres, par exemple par temps de brouillard, à ce moment-là, la vitesse maximale autorisée, quel que soit le réseau sur lequel on se trouve, sera de 50 km/h maximum. Et à ça, on a une raison toute simple. Par exemple, pour calculer la distance d'arrêt, on prend la vitesse du véhicule, le chiffre des dizaines, et on le multiplie par lui-même. Ce qu'il faut comprendre, si vous roulez à 130 km/h sur une route sur laquelle vous ne voyez pas à 50 mètres, votre distance d'arrêt, elle sera de 13 x 13, 169 mètres. C'est-à-dire que vous ne voyez pas à 50 mètres, il y a un bus en travers, et vous allez vous arrêter, 169 moins 50, 119 mètres après le bus. Donc c'est pour ça que la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/h, car votre distance d'arrêt à 50 km/h, du moment où vous percevez le danger au moment où vous êtes totalement arrêté, sera de 25 mètres environ. Pour un conducteur en période probatoire, la vitesse est limitée à 130 km/h sur l'autoroute. Alors non, réponse B, elle est limitée à 110 km/h. 110 km/h sur les chaussées à sens unique hors agglomération, non, c'est limité à 100 km/h sauf indication contraire. Réponse BD. Si vous souhaitez calculer la distance parcourue en une seconde, c'est-à-dire transformer par exemple 70 km/h en mètres par seconde, vous devez. Donc pour transformer 70 km/h en mètres par seconde, ça équivaut à 70 000 mètres sur 3600 secondes, une heure c'est 3600 secondes, ça fait à peu près 19,44 mètres par seconde. Maintenant, faire 70 000 divisé par 3600 ou 700 divisé par 36, c'est pas donné à tout le monde. Donc, il y a un calcul simplifié. Vous prenez le chiffre des dizaines, donc le 7, vous le multipliez par 3, ça nous donne à peu près 21 mètres par seconde. C'est un calcul simplifié. C'est-à-dire qu'à 70, ça fait 21 mètres par seconde. À 80, ça fait 24 mètres par seconde. Et à 90, ça fait environ 27 mètres par seconde. À 70 km/h, je parcours chaque seconde environ 21 mètres par seconde, réponse C. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'alcool est éliminé en grande partie par le foie. Quand vous prenez un verre de vin en dose barre, votre alcoolémie va grimper à 0,25 g par litre de sang. C'est votre foie qui va en majeure partie éliminer l'alcool de votre organisme. Votre organisme va être capable d'éliminer entre 0,10 g par litre de sang par heure à 0,15 g par litre de sang par heure. Mais ça va dépendre de votre métabolisme également. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir des facultés d'élimination qui vont être très rapides et d'autres qui vont en avoir une beaucoup plus lente. Mais la moyenne, c'est entre 0,10 et 0,15 g par litre de sang par heure. Donc, si vous montez à 0,25 g par litre de sang et que vous éliminez 0,10 g par litre de sang par heure, il vous faudra 2h30 pour éliminer totalement l'alcool de votre organisme. Réponse C. Les effets de la fatigue sur la conduite sont similaires à ceux de l'alcool. On estime qu'après 24 heures de veille consécutive, c'est quand même énorme, cela équivaut en alcoolémie à 0,5 g d'alcool dans le sang. C'est pour cette raison qu'il est recommandé de faire une pause toutes les 2 heures. Ce qu'il faut comprendre, c'est que
au-delà de 2 heures de conduite, on va être beaucoup moins vigilant, on va être beaucoup moins attentif à ce qu'on fait, on va être beaucoup moins alerte et surtout au bout d'un moment à conduire trop longtemps et notamment lorsque l'on débute dans la conduite, on va avoir des épisodes de micro-sommeil. C'est des épisodes qui vont pas être longs, qui vont être de 1, 2, 3 secondes où on va fermer les yeux pendant 2, 3 secondes, mais on risque de se faire surprendre. Et à partir de 24 heures de veille consécutive, les épisodes de micro-sommeil vont durer entre 5 et 10 secondes, voire même plus. Il n'y a rien qui permet de lutter contre la fatigue. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé un film le soir à vous dire je vais tenir, je vais tenir, je vais tenir, et au final, la seule chose qui vous réveille, c'est le générique de fin. On ne peut pas lutter contre le sommeil, c'est impossible. Le seul moyen de lutter contre la fatigue, c'est de faire une pause, fermer les yeux 10 minutes, un quart d'heure. C'est pas long, hein. Si vous êtes vraiment fatigué, vous vous mettez sur une aire de repos. N'ayez pas de peur de vous endormir pendant 2 heures. Ce que vous faites, vous vous installez confortablement, vous mettez votre réveil 15 minutes après, et ça suffira amplement pour repartir pour 1 heure ou 2. Ce conducteur risque d'être en hypovigilance. Oui, réponse A. D'avoir des épisodes de micro-sommeil. Réponse B. Il devrait faire une pause. Réponse D. Ce qui va influencer le comportement de votre véhicule et par conséquent votre trajectoire dans les virages, il va y avoir plusieurs choses. Déjà, les virages, c'est régi par la force centrifuge. La force centrifuge, elle va être fonction de plusieurs facteurs. Premier facteur, la masse de votre véhicule. Ensuite, vous allez avoir le rayon de la courbe du virage. Et enfin, la vitesse au carré de votre véhicule. La vitesse au carré, pas la vitesse. Pourquoi j'insiste autant sur le carré de la vitesse? Parce qu'en fait, une toute petite erreur de vitesse, ça peut avoir des conséquences qui vont être exponentiellement dramatiques. Donc, en gros, sur tout ce que je viens de citer, il reste également l'état de la route, l'état de vos pneus, de vos freins et de vos suspensions pour la tenue en virage. Maintenant, sur tout ce que je viens de citer, il n'y a qu'un seul élément sur lequel vous allez pouvoir jouer avant et dans le virage. Ça va être votre vitesse. Et ça va être l'élément le plus important. C'est lui qui va permettre de lutter contre la force centrifuge. Et si vous ne luttez pas contre la force centrifuge, elle va vous pousser. Si vous ne faites pas en sorte de réduire la force centrifuge, elle va vous pousser vers l'extérieur du virage. Donc soit vers la sortie de la route, soit quand vous allez avoir un virage vers la droite, vers la voie de gauche. Donc il va être extrêmement important de lutter, de bien adapter votre vitesse avant le virage afin de garder une trajectoire la plus optimale possible. Dans un virage, les véhicules sont poussés vers l'extérieur par la force centrifuge. Oui, réponse A. Une vitesse excessive et dangereuse. Oui, réponse C. Réponse AC. En marche normale de circulation, on doit toujours utiliser la voie la plus à droite, les autres voies servant à dépasser. On peut s'apercevoir que la voie de droite est une voie bus pour 2 raisons. La première, c'est que c'est écrit ici, et la deuxième, on trouve ce marquage épais qui sert à repérer les voies réservées. Je suis bien placé, oui, réponse A. Je change de voie, non, réponse D. Je peux tourner à gauche. Donc là, c'est relativement simple. On voit ici un panneau rond cerclé de rouge qui indique donc une interdiction. L'interdiction est relativement claire avec la flèche pour tourner à gauche. Il est accompagné d'un panonceau qui est valable pour le panneau qui dit « sauf bus ». Donc, étant donné que je ne suis pas un bus, je n'ai aucun droit d'aller à gauche. Je dois continuer tout droit. Je peux tourner à gauche. Non, réponse B. Je tourne à droite, je passe avant ce véhicule. Donc là, dans le cas présent, on a un véhicule qui vient de ma gauche. On peut s'apercevoir que je n'ai ni cédé le passage ni stop. C'est donc moi qui viens de sa droite. Je suis donc prioritaire. Donc là, je passe avant ce véhicule. Oui, réponse A. J'ai effectué mon changement de voie en toute sécurité. Donc là, le plus simple, c'est qu'on reparte en arrière. Donc là, je contrôle à droite, mais c'est surtout pour vérifier où je suis placé dans ma voie. Avant de changer de voie, il va falloir que je contrôle le rétro intérieur, le rétro extérieur et l'angle mort. Donc je viens de faire le rétro à l'intérieur à l'instant. Le rétro extérieur et l'angle mort. Et maintenant, je peux changer de voie en sécurité.
Donc, j'ai effectué mon changement de voie en toute sécurité. Oui, réponse A. Alors, conducteur confirmé, ma voiture risque d'être immobilisée. Donc les taux, ils sont relativement simples. Déjà, ils peuvent être mesurés soit dans le sang, soit dans l'air. Donc le taux à partir duquel on est en contravention. Donc la contravention, en période probatoire, si vous avez un permis probatoire, si vous avez moins de 3 ans de permis ou moins de 2 ans si vous avez fait la conduite accompagnée, à ce moment-là, le taux à partir duquel vous n'avez plus le droit de conduire, c'est 0,20 g par litre de sang. Donc 0,20 g par litre de sang, ça équivaut, dans l'air expiré, on divise par 2, on met en milligrammes, ça correspond à 0,10 mg par litre d'air expiré. Si vous êtes un conducteur confirmé, si vous avez plus de 3 ans de permis ou plus de 2 ans de permis si vous avez fait la conduite accompagnée, à ce moment-là, le taux à partir duquel vous n'avez plus le droit de conduire, c'est 0,50 g par litre de sang. Ce qui équivaut, dans l'air expiré, à 0,25 mg par litre d'air expiré. Donc ça, c'est la contravention. La contravention, elle entraîne automatiquement un retrait de 6 points. Donc si vous êtes en période probatoire, que c'est la première année que vous avez votre permis, vous avez 6 points en moins, vous n'avez plus de permis. 135 € d'amende. Automatiquement, vu que le conducteur ne peut pas conduire s'il n'y a personne dans la voiture qui est capable de conduire, le véhicule est immobilisé. Ensuite, on a un autre taux qui est le taux à partir duquel on est en délit. D'accord ? Le taux à partir duquel on est en délit, c'est 0,80 g par litre de sang. Mais comme c'est mesuré dans l'air, par l'éthylomètre, à ce moment-là, dans l'air expiré, ça équivaut à 0,40 mg par litre d'air expiré. Donc, les sanctions, si on est reconnu coupable d'un délit, déjà, automatiquement, vous avez la rétention immédiate du permis de conduire. Le véhicule sera immobilisé, au même titre que pour une contravention. Vous encourez, parce que la différence entre un délit et une contravention, c'est que le délit, vous allez passer au tribunal, ou vous allez trouver un arrangement avec le préfet, mais dans tous les cas, vous aurez une sanction qui sera plus lourde. Vous encourez jusqu'à 4 500 € d'amende, vous aurez automatiquement un retrait de 6 points, et vous encourez jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que un verre d'alcool en dose de part, c'est égal à 10 grammes d'alcool pur. Mais ça ne veut rien dire. Vous preniez un verre de vin, un verre de pastis, un verre de whisky, une coupe de champagne, un verre d'apéritif, un spiritueux, ou un verre de bière, ça correspond, il y a la même quantité d'alcool pur dans chaque verre. Chaque verre va faire monter le taux d'alcool dans le sang d'une personne de corpulence moyenne de 0,25 g par litre de sang. C'est-à-dire que dès le premier verre, on va reprendre les taux, c'est-à-dire que dès le premier verre, on peut s'apercevoir qu'on est déjà au-delà, pour un conducteur en période probatoire, on est déjà au-delà du taux. 0,25 g par litre de sang pour un verre. Et pour un conducteur confirmé, dès le premier verre, on a déjà atteint le taux à partir duquel on ne peut plus conduire. Donc déjà, ce qu'il faut vous dire, en tant que conducteur en période probatoire, si vous buvez le moindre verre, on ne conduit plus. Dites-vous qu'un taxi, ça coûte moins cher qu'un permis. Ensuite, il y a un autre élément important qu'il faut comprendre. Par exemple, moi j'aime bien le whisky coca. Donc le whisky coca, quand je vais dans un bar, on va mettre 4 centilitres de whisky, le reste de coca, j'ai mon whisky coca. Quand je vais chez Kevin, par exemple, on va me servir, déjà on va pas me servir dans un verre, dans les mêmes verres qu'en bar, on va me mettre un gros verre, et dans ce gros verre, on va mettre 4 centilitres, plus 4 centilitres, éventuellement on va essayer de remettre 4 centilitres, et puis ce qui reste de coca, c'est-à-dire que j'aurai ça de whisky, ça de coca. Ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, ce verre-là, il va monter quasiment à 0,75 g par litre de sang. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je ne suis plus dans ce cas précis, mais je suis très proche de ce cas-là. C'est-à-dire que là, il faut comprendre que si vous allez boire un verre chez quelqu'un, la conduite, elle est même plus possible. Donc les effets de l'alcool sur l'organisme, on va trouver une mauvaise coordination des mouvements, troubles de l'équilibre et parfois même des chutes,
Augmentation du temps de réaction, ça c'est pas négligeable. Diminution plus nette des réflexes et de la vigilance. Des troubles de la vue. On va même avoir non seulement des troubles de la vue, mais on va être plus sensible aux éblouissements. Donc pour conduire, surtout de nuit, c'est embêtant. Des difficultés pour parler, troubles de l'élocution, ça, je pense que si vous avez des potes qui ont bu un jour où vous n'avez pas bu, vous en rendez très rapidement compte. Des troubles de la mémoire, une confusion, euphorie, excès de confiance, etc. Je ne vais pas tous vous les citer. Donc en fait, ce qu'il va vraiment falloir comprendre, c'est que soit vous ne buvez pas, soit vous conduisez, mais pas les deux. C'est impossible les deux en même temps. Conducteur confirmé, ma voiture risque d'être immobilisée si mon alcoolémie est égale à 0,25 mg par litre d'air expiré ou supérieure à 0,25 mg par litre d'air expiré. Réponse B, C. Les boîtes de médicaments comportent 3 niveaux de classification pour la conduite. Le niveau 1, soyez prudent, ne pas conduire sans avoir lu la notice. Le niveau 2, soyez très prudent, ne pas conduire sans l'avis d'un professionnel de santé, par exemple votre pharmacien. Et le niveau 3, attention danger, ne pas conduire. Pour la reprise de la conduite, demandez l'avis d'un médecin. Les médicaments de niveau 1 peuvent être délivrés sans ordonnance. Oui, tout à fait, vous pouvez acheter des médicaments contre le rhume qui seront de niveau 1 ou 2 sans ordonnance, sans problème. Avec ordonnance, ils peuvent également être achetés avec ordonnance. Je consulte la notice avant de conduire, c'est ce qui est recommandé sur les pictogrammes, directement sur la boîte de médicaments. Donc réponse A, B, C. Je dois céder le passage à la camionnette blanche. Oui, réponse A, non, réponse B. Donc ici, on s'aperçoit qu'il y a un stop. Donc le stop, il oblige la camionnette blanche à me céder la priorité. Maintenant, même si elle n'avait pas eu de stop, vu que moi je n'ai pas de céder le passage ou de stop, ça aurait été régi par la règle de la priorité à droite. Donc dans les deux cas, je dois céder le passage à la camionnette blanche, non. Je ralentis, je vais ralentir pour 2 raisons. La première, c'est la présence du passage piéton et l'absence de visibilité sur le passage piéton due à la présence des voitures. Donc il peut très bien y avoir un enfant qui essaye de traverser et je le percevrai au dernier moment. Et la deuxième raison, c'est que potentiellement, je ne sais pas si la camionnette m'a vu ou si elle me regarde, et que si la personne démarre, moi je dois être prêt à cette éventualité. Donc je dois céder le passage à la camionnette blanche, non, réponse B, je ralentis, oui, réponse C. Donc bien entendu, je vais adapter ma vitesse en fonction de plusieurs facteurs. Déjà en fonction de la limitation de vitesse, en fonction si je circule en agglomération ou hors agglomération, de la présence d'éventuels usagers vulnérables, et également, plus il va y avoir de monde, moins je vais pouvoir rouler vite, parce que plus il va y avoir de dangers et de choses à analyser qui vont faire en sorte que je sois obligé de réduire mon allure. Mais également en fonction de la visibilité. Si je circule de nuit ou je sais pas, il peut y avoir des camionnettes qui vous masquent la visibilité sur une intersection, il va falloir adapter votre allure en fonction de tous ces facteurs. J'adapte la vitesse à la configuration des lieux, oui, réponse A. À la visibilité, oui, réponse C. Réponse AC. Certaines maladies entraînent une incapacité temporaire de conduite ou même une interdiction permanente de conduite. Vous avez par exemple certaines épilepsies, certains diabètes. Donc à partir du moment où votre traitement il va être suffisant, il n'y aura pas de problématique vis-à-vis de la conduite. Maintenant, s'il y a le moindre doute, demandez à votre médecin. Et dans la plupart des cas, si vraiment le doute y persiste, vous devrez passer devant une commission médicale. Il y a tout ce qui va être troubles cognitifs et également les gros problèmes de vue. Idem, si vous avez le moindre doute, demandez à votre praticien. Vous avez également énormément de maladies dégénératives comme Alzheimer, etc. Maintenant, le plus simple, si vous avez le moindre doute vis-à-vis de ça, c'est de demander directement à votre médecin ou à votre spécialiste. Je parle par exemple par rapport à la vue. Il y a également des cas, par exemple, si vous perdez la vue d'un œil et que vous avez déjà le permis, vous aurez une interdiction de conduite pendant 6 mois, histoire de vous réadapter à
à la vision des profondeurs, etc. Et au bout de 6 mois, vous devrez passer devant une commission médicale en préfecture pour qu'on s'assure que votre vue ne représente pas un danger pour la conduite. Certaines maladies entraînent une incapacité temporaire de conduite, oui, réponse A. Une interdiction permanente de conduite, oui, réponse C. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que la distance de freinage? Donc le plus simple, on va voir la différence entre la distance parcourue pendant le temps de réaction, la distance de freinage, la distance d'arrêt et les différents calculs. Donc le temps de réaction, c'est le temps qui s'écoule entre le moment où je perçois un danger et du moment où j'y réagis. Je mets environ 1 seconde. D'accord? Pour calculer la distance parcourue pendant le temps de réaction, on va utiliser un calcul simplifié. On va prendre le chiffre des dizaines de la vitesse, on va le multiplier par 3. Ce qui fait qu'à 50 km/h, 5 fois 3, je parcourrai 15 mètres par seconde. À 70, 7 fois 3, 21 mètres par seconde. À 80, 24 mètres par seconde. Et à 90, 27 mètres par seconde. Donc le temps de réaction, ce qui va influer sur le temps de réaction, ça va être mon état psychologique, mon état physique, je viens de me réveiller, est-ce que je suis fatigué, tous ces éléments-là, est-ce que je suis malade, est-ce que j'ai des soucis? Parce que si j'ai des soucis, je suis dans mes pensées, et forcément, si je suis dans mes pensées, je suis moins à ce que je fais. Ensuite, on a la distance de freinage. La distance de freinage, ce qui va influencer la distance de freinage, ça va être déjà, premièrement, l'état de votre véhicule, les pneus, les freins, les suspensions. En deuxième lieu, l'état de la route. Est-ce qu'elle est en bon état? Est-ce qu'il y a du gravier? Est-ce qu'il y a des trous dans la chaussée? Est-ce qu'il y a de la neige, du verglas, de la pluie? Est-ce que la route est sèche? Tous ces éléments, ils vont faire en sorte que la distance de freinage soit plus ou moins courte. Et en fait, quand on additionne la distance parcourue pendant le temps de réaction plus la distance de freinage, on obtient la distance d'arrêt. Donc la distance d'arrêt, c'est l'espace qui sépare le moment où je perçois un danger du moment où je suis totalement arrêté. Le temps de réaction, c'est l'espace qui sépare le moment où je perçois un danger du moment où je commence à freiner ou que je commence à réagir. Et la distance de freinage, c'est le moment où je commence à freiner du moment où mon véhicule est totalement arrêté. C'est ma distance de freinage. Alors la distance de freinage, il n'y a pas vraiment de calcul simple pour le calculer parce qu'en fait, il y a énormément de paramètres qui vont rentrer en ligne de compte. Par contre, la distance d'arrêt, on a un calcul simplifié pour calculer la distance d'arrêt. Ce calcul simplifié, on va prendre le chiffre des dizaines, on va le multiplier par lui-même. À 50 km/h, on va mettre 25 mètres de distance d'arrêt. À 70, on va mettre 49 mètres. À 100 km/h, on va mettre 100 mètres. Donc entre 50 et 100, on a doublé la vitesse, c'est-à-dire qu'on a 25 mètres d'arrêt à 50, on a 100 mètres d'arrêt à 100 km/h. Mais on a quadruplé le résultat. En fait, c'est tout simple. En physique, on ne parle jamais simplement de la vitesse. On parle toujours de la vitesse au carré. Et si on double la vitesse au carré, les conséquences, elles sont multipliées par 4. La distance de freinage est la distance parcourue entre la perception du danger et l'arrêt du véhicule. Non, ça c'est la distance d'arrêt. Donc la distance de freinage, c'est le moment où je commence à freiner jusqu'au moment où mon véhicule est totalement arrêté. Donc, non, réponse B. Je tourne à droite à cette intersection, je serai prioritaire sur les véhicules venant de ma gauche. Oui, réponse A, non, réponse B. Donc, ici, on a un céder le passage, on voit bien le panneau, on voit également le marquage au sol qui se trouve à la jonction de l'intersection. Je devrais bien céder le passage aux usagers venant de ma gauche et de ma gauche uniquement parce que c'est une voie à sens unique. Et je devrais également céder le passage aux piétons et aux vélos désireux de traverser la chaussée au niveau du passage piéton. Bonne réponse A. Donc je ralentis, je vérifie si je peux m'engager, il n'y a plus personne, je m'engage en sécurité. Alors dans cette situation je passe, oui réponse A, non réponse B. Donc là on perçoit qu'il y a depuis tout à l'heure qu'il y a un piéton qui s'amène vers le camion. Il ne va pas avoir la possibilité de rester de ce côté-là de la chaussée. Les seules probabilités qu'il y ait, c'est soit il va longer le camion, soit il va être amené à traverser. Dans les deux cas, dès qu'un piéton manifeste clairement son intention de traverser,
en agglomération, je dois le laisser passer. Donc là, je ralentis, je m'arrête et je le laisse passer. Parce que là, on peut se rendre compte que malgré tout, il regarde, il ralentit et regarde ce qui se passe. Il y en a beaucoup qui ne regarderont même pas. Donc c'est à vous de faire attention à eux. Dans cette situation, je passe. Non, réponse B. À ce giratoire, je tournerai à gauche. Je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je prends la première sortie, c'est relativement simple. Je suis à la place de la voiture verte. Je vais me placer voie de droite en entrée du giratoire et je prendrai la première sortie en mettant mon clignotant avant de rentrer dans le giratoire. Si je suis à la place de la voiture bleue, je vais rentrer dans le giratoire en restant voie de droite avant le giratoire. Je resterai voie de droite dans le giratoire et je mettrai bien entendu mon clignotant à partir d'ici. Si je suis à la place de la voiture rose, à ce moment-là, je mettrai mon clignotant à gauche, je me placerai à gauche et je resterai voie de gauche dans le giratoire jusqu'à ce point-là. À ce moment-là, je remettrai le clignotant à droite, je contrôlerai l'angle mort à droite et je viendrai me repositionner voie de droite. Si je suis à la place de la voiture orange, à ce moment-là, je me placerai voie de gauche avant le giratoire, je viendrai chercher voie de gauche dans le giratoire, je reprendrai mon positionnement à partir d'ici en contrôlant l'angle mort et en mettant mon clignotant à droite avant de sortir. Maintenant, si je vais à gauche dans un giratoire et que je n'ai pas eu le temps avant le giratoire de me placer voie de gauche, à ce moment-là, j'ai tout à fait la possibilité de garder mon clignotant à gauche et de faire tout le tour du giratoire en restant ici voie de droite avec mon clignotant gauche et ici en remettant mon clignotant droite avant de sortir. J'ai le droit, mais c'est pas l'idéal. À ce giratoire, je tournerai à gauche. Je suis bien placé. Oui, réponse A. Je change de voie dès que possible. J'ai aucun intérêt. Donc non, réponse D. Réponse AD. Pour dépasser ce triporteur, je dois laisser un espace latéral minimum 2. Alors, c'est relativement simple. Pour dépasser un piéton, un 2 roues, un 3 roues ou un véhicule à traction animale, je dois laisser un espace latéral minimum pour dépasser en agglomération de 1 mètre et hors agglomération, je dois laisser un espace latéral minimum de 1,50 m. Maintenant, bien entendu, si j'ai l'impression que je vais passer trop proche du véhicule, il vaut mieux que je mette ma roue de gauche sur la ligne qui se trouve à gauche, quitte même à la dépasser, plutôt que de risquer d'accrocher l'usager que je suis en train de dépasser. Donc, 1 mètre. Réponse A. Dans cette situation, je change de voie si possible. Donc, bien entendu, si possible, je vais changer de voie pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que si le conducteur est en train d'essayer de descendre de son véhicule, je serai obligé de m'arrêter. Il risque de me surprendre aussi s'il vient pour remonter dans son véhicule et qu'il est devant son véhicule et qu'il vient sur la route. Donc, pour pallier à toutes ces éventualités et éviter d'avoir besoin de s'arrêter, dans ce cas-là, je vais changer de voie. Avant de changer de voie, bien entendu, je contrôlerai le rétro intérieur, le rétro extérieur et j'irai chercher en vision directe l'angle mort afin de m'assurer de n'être ni en train de me faire dépasser, ni sur le point de me faire dépasser. Donc réponse A. Ces feux sont visibles. Les feux de détresse sont visibles à l'avant et à l'arrière du véhicule. Elles vont me servir à positionner mon véhicule lorsque je suis en panne ou que j'ai un problème à proximité immédiate de la chaussée ou sur la chaussée. Ils vont me servir également, là on va regarder l'article du code de la route qui dit « Tout conducteur contraint de circuler momentanément à allure fortement réduite est tenu d'avertir, en faisant usage des feux de détresse, les autres usagers qu'il risque de surprendre. Lorsque la circulation est établie en file ininterrompue, l'obligation prévue par l'alinéa précédent ne s'applique qu'au conducteur du dernier véhicule de la file. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, si vous êtes à une allure qui est fortement réduite, vous devez avertir les autres usagers. Maintenant, si vous êtes dans un bouchon par exemple, vous êtes le dernier de la file, vous devez allumer vos feux de détresse pour que les véhicules derrière ne soient pas surpris en arrivant et détectent rapidement le fort ralentissement. Maintenant, une fois qu'il y a des gens qui sont derrière vous, à ce moment-là,
vous leur laissez pas la guirlande dans les yeux, vous éteignez vos feux de détresse. Voilà, tout simplement. Ces feux sont visibles à l'avant du véhicule et à l'arrière du véhicule. Je les utilise à l'arrêt uniquement. Réponse A, B, D. Alors, je tourne à droite au feu tricolore. Lorsqu'il sera vert et avant de tourner, je devrais céder le passage au véhicule venant d'en face. Alors là, c'est relativement simple. Par exemple, si vous tournez sur votre gauche, avant de tourner, vous allez couper la voie d'en face. Et avant de couper la voie des véhicules qui se trouvent en face, on va bien entendu leur laisser leur priorité. Au même titre que si moi je tourne à droite ou je vais tout droit, si les véhicules venant d'en face tournent sur leur gauche, donc ils vont traverser ma voie, et avant de traverser ma voie, ils vont devoir me laisser la priorité. Le céder le passage qu'on voit ici, tout simplement, il sert quand le feu ne fonctionne plus, à ne pas confondre avec ce petit céder le passage pour les vélos. S'ils tournent à droite, ils ont le droit de passer même au feu rouge en faisant attention aux éventuels véhicules qui circuleraient, qui auraient le feu vert. Donc maintenant, le céder le passage, lui, il n'est pas effectif, il fonctionnera uniquement quand le feu sera éteint ou qu'il clignotera orange au milieu. Dans ce cas-là, je serai amené, avant de traverser la chaussée, à céder le passage aux éventuels véhicules qui viendraient de la gauche ou de la droite. Donc là, vis-à-vis du véhicule d'en face, je serai prioritaire. Donc céder le passage au véhicule venant d'en face, non, réponse B. Faire attention à la présence d'éventuels vélos. Donc là, on a aperçu avant de s'arrêter une bande cyclable. Donc bien entendu, avant de tourner, il va falloir que je m'assure qu'il n'y ait pas de vélo. Donc là, avant de redémarrer, je contrôle bien l'angle mort à droite pour m'assurer qu'il n'y ait pas de vélo. Et je devrai la priorité aux éventuels piétons de la chaussée que je vais aborder parce que leur feu est rouge, donc le feu des piétons est vert ici. En conduite, il faut bien entendu en permanence détecter plusieurs indices. Ça peut être, je ne sais pas moi, par exemple le passage piéton, la potentielle ouverture de portière de véhicules, les véhicules qui pourraient arriver en face, les véhicules qui pourraient sortir à gauche, les piétons, les cyclistes. Il y a énormément de choses qui vont être analysées en permanence pendant votre conduite. L'expérience, bien entendu, elle va permettre de sélectionner les indices les plus importants des moins importants, les indices même qui serviront parfois à rien, etc. En conduite, il faut en permanence détecter plusieurs indices. Oui, réponse A. L'expérience permet de sélectionner les indices les plus importants. Oui, réponse C. Dans cette situation, là on perçoit un feu, le feu est vert actuellement, rien ne me dit qu'il va rester au vert, il est susceptible de repasser à l'orange. Je suis tenu de ralentir avant cette intersection et avant toutes les intersections. Donc réponse B. Un verre de boisson alcoolisée en dose barre donne un taux d'environ. Ce qu'il faut comprendre, quel que soit le type d'alcool que vous allez prendre dans un bar, il y aura la même quantité d'alcool pur. C'est-à-dire que oui, les spiritueux, whisky, la vodka, etc., c'est plus fort qu'une bière ou qu'un verre de vin. Ça va être, par exemple, on prend un whisky à 40 degrés, vous allez avoir 4 ou 5 centilitres de whisky et vous aurez environ 10 grammes d'alcool pur dans ce verre. Vous allez prendre une bière de 25 centilitres, il y aura 10 grammes d'alcool pur dans le verre. C'est-à-dire que les doses de bar, elles sont conçues pour qu'on ait à peu près la même quantité d'alcool pur dans chaque verre. Un verre d'alcool en dose bar pour une personne de corpulence moyenne va faire grimper son alcoolémie à 0,25 g par litre de sang. Ce qui signifie que pour un conducteur en période probatoire, ça entraînera un retrait automatique de 6 points. Lorsque vous venez d'obtenir votre permis, vous avez 6 points pendant un an. Si vous êtes pris à un taux supérieur à 0,20 g par litre de sang, vous aurez immédiatement votre permis qui sera annulé. Et vous aurez tout à repasser, code et conduite. Pas uniquement le code. Pendant 3 ans, si votre permis est annulé, vous aurez tout à recommencer.
code et conduite. Certes, vous n'aurez pas à refaire toutes vos heures de conduite, mais vous aurez quand même la conduite à repasser. Ce qu'il faut vraiment vous mettre en tête, c'est qu'un taxi, ça coûte beaucoup moins cher qu'un permis et qu'une vie. Réponse B, D. Le syndrome FOMO, de l'anglais Fear of Missing Out. Alors, désolé pour mon anglais, il est vraiment pas terrible. En gros, c'est la peur de rater quelque chose. C'est un truc de dingue, mais en fait, dès qu'on voit les gens avec leur téléphone, ils ont le téléphone qui est posé, le téléphone va vibrer ou émettre une sonnerie, et tout de suite, ils vont vouloir le regarder. Et c'est une addiction, en fait, qu'on a tous avec notre téléphone, ou la plupart des gens. Donc, il est préférable d'éviter de le mettre comme cela pour conduire, tout simplement parce qu'en fait, on est quasiment incapable de résister à l'envie de regarder quelle notification on a eu. Donc, en mettant mon téléphone ainsi pendant la conduite, je risque d'être distrait. Oui, réponse A. Je pourrais prendre un café à la prochaine aire de repos. On perçoit ici que la prochaine aire de repos se trouve à 300 mètres. Donc tout ce qui est référencé ici, que ce soit la station de carburant avec GPL, le débit de boisson, l'aire de pique-nique et les produits régionaux vont se trouver à la prochaine aire de repos. Et en dessous, ici, on perçoit que la station de service GPL, le débit de boisson se trouve à 27 km ainsi que les produits régionaux et la prochaine aire de pique-nique se trouve à 9 km. Donc je pourrais prendre un café à la prochaine aire de repos? Oui. À 27 km? Oui. Réponse A, C. Le taux d'alcool varie en fonction du poids de la personne. Alors effectivement, il va varier en fonction du poids de la personne. Là, il y a une raison qui est toute simple à comprendre, c'est qu'en fait, plus vous allez avoir un poids important, plus vous allez avoir un volume de sang important. Et plus votre volume de sang il va être important, plus les grammes d'alcool que vous allez ingérer vont se diluer en fait dans votre volume de sang. Donc moins votre alcoolémie sera élevée. En fonction du sexe de la personne. Alors là, c'est un sujet qui est un peu épineux, que je maîtrise pas trop, mais effectivement, les femmes vont avoir une tendance à avoir une alcoolémie qui va monter plus rapidement que les hommes et qui va descendre plus lentement pour une raison toute simple, c'est qu'en fait, ce qui va évacuer les toxines de votre organisme, c'est le foie, et les femmes ont un foie qui va être un peu moins gros, un peu moins volumineux, et qui va traiter différemment, évacuer différemment les toxines, notamment l'alcool. Vis-à-vis de l'augmentation du taux d'alcool, en fait, c'est que de ce que j'ai lu, c'est qu'en fait, les femmes vont avoir des graisses sous-cutanées qui vont être plus importantes, et du coup, ces graisses, oui, ça se voit que j'aime pas trop le sujet, hein. Je le trouve épineux. En fait, ces graisses, elles ne vont pas contenir de sang, donc elles vont avoir un volume de sang qui va être inférieur à poids égal par rapport à un homme. Voilà, je n'irai pas plus loin. Le taux d'alcool varie en fonction du poids de la personne, oui, du sexe de la personne, oui. Maintenant, il y a une chose qu'il faut comprendre, tout simplement, c'est que si vous buvez, vous ne conduisez pas. Un taxi, ça coûte moins cher qu'un permis. Alors, je tourne à gauche à ce giratoire, je change de voie. Donc là, je vais prendre la troisième sortie, donc celle qui se trouve ici. Je vais prendre la troisième sortie, donc évidemment, il est préférable que je me mette sur la voie de gauche. Donc je vais contrôler le rétro intérieur, extérieur gauche et l'angle mort à gauche avant de me rabattre sur la voie de gauche. Éventuellement, si la voie est complètement bouchée et que je n'ai pas la possibilité de me rabattre, à ce moment-là, j'ai tout à fait le droit de rester sur la voie de droite. À ce moment-là, je reste sur la voie de droite avant le giratoire et bien entendu, je resterai dans la voie de droite, dans le giratoire. Donc, réponse A et C. Donc, réponse A et C. Je tourne à gauche à la prochaine intersection. Pour changer de voie, aucun contrôle n'est nécessaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc, ce qu'il faut vous dire, c'est que matériellement, le zébra, il ne vous protège pas des débiles. Même si techniquement il interdit aux gens de passer dessus, il y a bien des gens qui vont passer dessus. Donc avant de vous déporter, vous allez attendre la fin du zébra
et on va contrôler le rétroviseur intérieur, le rétroviseur extérieur et l'angle mort. Et en dernier lieu, on va changer de voie. Donc, réponse B.